Bonjour et bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, je suis coach professionnel spécialisée en souffrance au travail, stress au travail, et ici je vous raconte les histoires d'Emmanuelle Piquet, thérapeute, fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Dans un second épisode, après que vous ayez écouté cette séance de thérapie, nous nous retrouvons avec Emmanuelle pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui faisait problème et quelles pouvaient être les solutions, quelles ont été les solutions, les approches appliquées pour aider le patient à avancer. Aujourd'hui, une histoire de TDAH. Et écoutez bien, parce que l'approche de Palo Alto a un regard très particulier sur les TDAH, un regard qui pourrait bien être inédit pour vous. Aujourd'hui, il est question de Léopold. Et l'histoire s'appelle Léopold ne fait rien, et en plus, il a un TDAH. Vous la retrouverez dans le livre Mon ado, ma bataille. On est donc dans le cabinet d'Emmanuelle, et le papa Léopold semble assez inquiet lorsqu'il s'assied en face d'Emmanuelle. Très rapidement, il s'étonne du fait que on lui ait indiqué au téléphone que nous ne recevions jamais les adolescents à la première séance. Il y a plusieurs raisons à cela, monsieur. D'abord parce que nous avons besoin de bien comprendre la perception que vous avez de la situation sans que vous ne soyez embarrassé par la présence de votre enfant. Souvent, nos ados nous angoissent. Ils nous mettent en colère, ils nous culpabilisent. Ils nous attristent et, parfois, tout en même temps. Alors, il n'est pas forcément très positif pour votre relation que Léopold entende le maelstrom émotionnel qu'il est capable de déclencher chez vous. Pour vous aider, je dois absolument comprendre quelles sont justement ces émotions, parce que ici, nous travaillons fréquemment avec les parents, comme s'ils étaient nos co-thérapeutes. Nous pensons vraiment que vous pouvez contribuer plus que quiconque à la résolution du problème, parce que vous connaissez votre fils, parce que vous le voyez beaucoup, et beaucoup plus souvent que nous. En plus, notre vocation, c'est vraiment d'être biodégradable, de faire en sorte que tout aille bien entre vous et votre fils une fois que la thérapie est terminée, pour que vous n'ayez plus du tout besoin de nous. Donc, c'est encore mieux si l'ado ne nous voit pas, si c'est vous qui mettez en place vis-à-vis de lui des choses différentes qui font évoluer la situation. D'une certaine manière, c'est beaucoup plus écologique pour toute la famille. Ensuite, parce que nous recevons beaucoup d'adolescents qui sont très observés, scrutés, analysés par leur famille d'abord, et puis ensuite par le système scolaire, et puis par des spécialistes. Or, nous pensons que ce n'est pas très bon pour la santé d'être sans arrêt sous le microscope de quelqu'un. Donc, nous ne voulons pas en rajouter en recevant votre fils pour une énième consultation. Comme nous ne savons pas a priori s'il est sous microscope, nous préférons ne pas prendre le risque de nous ajouter à la cohorte des spécialistes. Et c'est donc pour ça que nous ne le recevons pas en première séance. Ça veut dire que vous ne le verrez jamais en consultation. Parce que franchement, à mon avis, c'est lui qui a le problème. Enfin, de toute façon, il ne veut pas venir. Il dit que ça n'est pas ouf. Et ben voilà qui règle la question. Nous n'allons pas le traîner par les cheveux pour qu'il vienne ici. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Léopold est en troisième et il ne fait rien. Strictement rien. Si on n'est pas derrière lui, et presque rien si on le pousse. Mais ça donne lieu à des crises horribles certains soirs, et alors le week-end. Nous sommes très inquiets parce que, au premier trimestre, le conseil de classe a dit qu'il ne pourrait pas passer en seconde générale s'il continuait comme ça, qu'il fallait l'orienter et qu'il fallait le mettre en filière pro. Mais je vois pas dans laquelle parce que rien ne l'intéresse. En plus, il a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous savez, le TDAH et l'établissement, il faut bien le dire, ne fait pas grand-chose pour prendre en charge son handicap. Racontez-moi un peu comment se passent les devoirs le soir. Tiens, prenons l'épisode le plus récent. Mardi. Mardi, il rentre, il se jette sur son ordi, évidemment, comme s'il allait mourir de pas l'avoir touché de la journée. Je lui dis, Léopold, on fait d'abord les devoirs, et je vais regarder quels sont les devoirs sur Pronote, parce que, évidemment, il ne note pas ses devoirs.
après 10 minutes de négociation, parce qu'évidemment il n'a pas fini sa partie, et qu'il va au-devant d'une violente agonie s'il ne la termine pas, là, maintenant, je m'assois à côté de lui et je commence à lui expliquer comment faire son DM de maths. J'essaie bien de pas faire à sa place parce que je sais bien que ça servirait à rien. Au bout de 5 minutes, je me rends compte qu'il ne fait aucun effort, qu'il pense à toute autre chose que ce que je suis en train de lui raconter. Bref, pardonnez-moi d'être grossier, mais qu'il se fout de ma gueule. Parce qu'évidemment, ce qu'il veut, lui, c'est que je fasse à sa place. Donc le ton monte, je lui dis que non, c'est bon, moi j'ai mon bac, je l'ai, merci, mais que franchement, lui, je suis même pas sûre qu'il soit du niveau du brevet des collèges, et que je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie. Parce que vous comprenez, ça me rend fou. C'est pas sympa de dire ça, mais c'est plus fort que moi. Donc au bout d'un moment, je m'en vais en lui disant, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, débrouille-toi. Et alors, que vous répond-il, demande Emmanuel. Il se met à pleurer en disant que je l'aime pas, que je ne veux jamais l'aider, que ce n'est pas de sa faute s'il ne comprend rien. C'est parce qu'il est handicapé à cause de son hyperactivité. Il me supplie de revenir l'aider. Si je traîne, il hurle qu'il veut changer de famille, qu'il en a marre de sa vie, des trucs qui nous font vraiment quelque chose à ma femme et à moi. Parce qu'on sait pas si c'est du cinéma ou s'il pense vraiment ce qu'il dit. Ah, mes pauvres parents. J'imagine qu'en plus de vous angoisser terriblement, ça doit vous briser le cœur d'entendre des choses pareilles. Eh bien oui, le papa de Léopold inspire profondément pour ne pas pleurer. En vain, il se met à sangloter. On fait tout pour lui. Je passe toutes mes soirées sur ses devoirs avec lui. Ma femme l'emmène chez des spécialistes de toutes sortes, tous les mercredis après-midi. Depuis à peu près 5 ans, on lui a payé des cours particuliers de maths, de français. Je sais pas, on se dit avec ma femme que peut-être qu'il est pas du tout scolaire, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à cause du trouble de l'attention. Vous vous rendez compte, avec tous ces efforts, il a 7 de moyenne générale. Avec 5 en maths, la matière que je travaille le plus avec lui, 20 en dessin. Mais franchement, on s'en tape du dessin, même si, bien sûr, on le félicite quand même, pour le valoriser un peu. Ouais, en ce qui concerne les maths, c'est un ratio investissement-résultat tout à fait déplorable, je vous l'accorde. Une fois qu'il vous supplie de revenir, que faites-vous, monsieur? Je reviens au bout d'un moment. Je vais pas le laisser comme ça en pleurs devant ses devoirs. Du coup, quand ça se passe comme ça, je suis super tendue et énervée. J'en ai marre, donc je fais pas mal de choses à sa place et je dois avouer que je suis pas très agréable. Voilà un peu comment je pourrais décrire notre super soirée de mardi dernier et comment se passe dans l'ensemble toutes les soirées dès qu'il y a des devoirs inscrits sur Pronote. Ok, je comprends que vous soyez à bout. Et votre femme, elle s'occupe parfois des devoirs de Léopold? Elle a renoncé. Elle est beaucoup moins patiente que moi et ça finissait vraiment trop mal. Je vois mieux ce qui se passe maintenant entre Léopold et vous. Merci. Je vais vous faire encore travailler parce que je voudrais être sûre de mon diagnostic. Et pour l'instant, j'ai pas les éléments suffisants. Je voudrais comprendre notamment s'il s'agit d'un TDAH réactionnel ou d'un TDAH de type 2. Parce que ça s'accompagne pas du tout de la même façon. Le réactionnel est beaucoup moins rigide et on peut grandement l'assouplir grâce à des stratégies relationnelles adaptées de la part des parents. Le type 2, lui, il est plus lié à la personnalité, donc plus difficile à modifier. Pour cela, j'ai besoin que vous observiez pour moi comment se comportent les symptômes de son hyperactivité en milieu autonome. Alors, à ce moment-là, je pourrais correctement affiner mon diagnostic. Donc, je vais vous demander de réaliser le recueil d'observations suivant. Vous n'allez rien changer, ou presque, lorsque Léopold rentre de cours. Vous allez vous installer à ses côtés pour l'aider à faire ses devoirs. Mais attention, au premier presque imperceptible signal de déconcentration de sa part, je vais vous demander de lui dire très calmement: Léop, je crois bien que t'es fatigué de ta journée, que tu n'as absolument pas envie de te mettre au devoir. En fait, je crois que t'as plutôt envie de jouer aux jeux vidéo. Nous allons donc arrêter pour aujourd'hui. Tant pis, t'auras une mauvaise note en maths. Et en même temps, même si t'as 0, tu ne chuteras que de 5 points, et au moins, on ne se sera pas disputé. Je vais vous demander de suivre scrupuleusement ce mode d'emploi vis-à-vis de lui pendant 2 semaines, pas plus, et d'observer ses réactions. À mon avis, il ne va rien faire du tout et profiter de ses vacances inespérées.
mais je voudrais voir ce qu'il vous dit. Je voudrais voir ce qu'il fait. Et je vous dis ce qu'il fait si jamais il fait quelque chose. Alors attention, on doit être très très rigoureux pour que l'observation soit la plus propre possible. Il faut qu'il n'y ait aucune intervention de votre part. Il faut vraiment que nous soyons comme dans une salle stérile. Par exemple, imaginons, ce que je ne crois pas une seconde, qu'il aille jouer aux jeux vidéo jusqu'au dîner, que le dîner se passe et que là, il vous fasse une sublime crise de culpabilisation en pleurant toutes les larmes de son corps et en hoquetant que dans cette famille, on n'a aucune compassion pour les handicapés et qu'il a besoin de vous pour son DM d'anglais. Alors là, je vous invite à lui dire que vous êtes très triste pour lui, mais qu'on ne meurt pas d'avoir des mauvaises notes et que ce serait bien qu'il aille se coucher. Surtout, monsieur, ne l'aidez pas à nouveau, parce que sinon, tout notre cycle d'observation sera à mettre à la poubelle. Et franchement, ce serait très ennuyeux, parce qu'alors, il faudrait tout recommencer à zéro. Et s'il ne veut pas, s'il me dit non, s'il me dit « Non, promis, papa, je vais me concentrer, reste à ma table, s'il te plaît ». Comme j'ai beaucoup d'affection pour vous et que c'est lui qui le demande, je vous autorise à lui dire « Tu es sûr, Léop ? En tout cas, si jamais je vois que tu te déconcentres à nouveau, ça voudra vraiment dire que ton cerveau en a trop marre de tous ces trucs à ingurgiter. Et qu'à ce moment-là, nous devons le laisser tranquille. Et puis, vous attendez le prochain signe de décontraction qui ne manquera pas d'apparaître assez rapidement. Et donc, s'il ne fait rien, eh bien, s'il ne fait rien du tout, à part se féliciter de ses vacances inespérées, il faudra que nous en tirions les conséquences. Ce sera un TDAH de type 1, et il faudra vraisemblablement que vous vous focalisiez davantage sur la recherche de filières beaucoup plus pratiques dans lesquelles, par exemple, il y ait du dessin. Ça me paraît super difficile de faire ça. Il va falloir en plus que je l'explique à ma femme. Non, je vais lui écrire un mot, monsieur. Je vais lui écrire pour qu'elle comprenne bien que je ne peux pas vous aider tant que je ne suis pas sûre de comprendre précisément son trouble. Sinon, vous avouerez que je ne serai pas très professionnelle. Malheureusement, quand Emmanuel ouvre la porte de sa salle d'attente 15 jours plus tard, elle voit à la mine déconfite du père de Léopold et de son épouse qui l'accompagne que les dieux de la thérapie brève l'ont un peu laissé tomber sur ce coup-là. Nous n'avons pas pu. Ça a été trop dur, dit-il. Déconfite, Emmanuel présente ses excuses à ce papa qu'elle n'a pas réussi à aider. Je m'en veux terriblement, monsieur. Je n'ai pas dû vous prévenir assez de l'extrême difficulté de l'exercice. Peut-être était-ce trop tôt. Peut-être aurais-je dû vous prescrire l'observation pendant 1 semaine au lieu de 2. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai craqué au bout de 2 jours. Ça n'aurait rien changé, je pense. Le premier jour, il m'a regardé d'un air bizarre, puis il a quitté la table de la salle à manger où on s'installe pour travailler, et il n'a rien fait d'autre que de jouer aux jeux vidéo. Je n'ai rien dit, mais je n'ai plus d'ongles. Ma femme est allée se coucher super tôt parce que ça la rendait folle de colère de le voir aussi peu conscient des réalités de l'existence. Hein, chérie? Oui, on a passé une sale nuit tous les deux. Le deuxième jour, reprend le père, il a fait ce que j'avais imaginé lorsqu'on en avait parlé. Il m'a demandé de rester. Avec quand même un truc d'intéressant que j'ai noté, c'est qu'il s'est assis tout de suite pour les devoirs sans que je lui demande en rentrant du collège. Ah bon? Ouais, mais c'est vraiment la seule chose différente que j'ai pu observer. Parce que la première fois que je lui ai dit qu'il devait en avoir marre, vu qu'il se déconcentrait, il m'a demandé de rester en promettant de rester concentré. J'ai fait comme on avait dit, et là, au bout de 2 minutes, il a recommencé à se balancer sur son siège. Limite s'il ne sifflait pas. Là, j'avoue que j'ai pété un plomb. J'ai balancé les cahiers, je lui ai dit que j'en avais trop marre de lui et je suis partie faire un tour pour me calmer. Quand je suis rentrée, sa mère faisait des exercices avec lui. J'avoue, ça m'a rassurée. Et, donc le lendemain, j'ai recommencé comme avant en me disant que de toute façon l'observation était foutue, que j'y arriverais pas. Donc on est au point de départ, vu que je pense que je suis encore plus énervée et inquiet qu'avant. Et donc le lendemain, j'ai recommencé comme avant, en me disant que de toute façon l'observation c'était foutu, que j'y arriverais pas. Donc on est au point de départ, sauf que je pense que je suis encore plus énervée et plus inquiet qu'avant. Autant vous dire que ma femme et moi, on trouve que pour l'instant,
la thérapie brève et stratégique, c'est pas très efficace, avec tout le respect qu'on vous doit, Madame Piquet. Mais bon, on revient quand même parce que on se dit que ce serait peut-être bien que vous le voyiez, lui, justement, pour, vous savez, affiner votre diagnostic. Hein, chérie? Oui, parce que nous pensons que vous avez raison sur un point. Le diagnostic n'est pas assez fin. Et du coup, on peut pas savoir exactement ce qui convient comme remède. Ouais, je comprends parfaitement, mais honnêtement, je serais incapable d'affiner mon diagnostic en rencontrant Léopold. J'en ai pas les compétences. C'est en observant grâce à vous ce qui se passe au moment où ces symptômes sont les plus dérangeants que je pourrais établir mon analyse. Mais je me rends compte que, et vraiment j'en suis désolée, que sans doute je n'ai pas assez investigué avec vous ce qui pourrait bien se passer de pire. Oui, ce qui pourrait se passer de pire selon vous dans la vie future de Léopold, si par exemple nous nous rendions compte qu'il est troublé de l'attention de type 1. C'est-à-dire que nous découvrions que ni vous, ni moi, ni aucun professionnel ne pouvait faire quoi que ce soit pour qu'il se concentre davantage. Étant donné que ce trouble, il fait intrinsèquement partie de sa personnalité. Je sais pas, je crois qu'il soit totalement en échec scolaire, qu'il trouve pas sa place dans la société, qu'il finisse SDF par exemple, demande Emmanuel. Oui, je sais pas. Disons que ça arrive évidemment aux plus vulnérables d'entre nous, j'imagine que ce serait particulièrement horrible pour vous de vous retrouver un jour gare de Lyon, alpagué par un punk à chien qui vous demanderait de l'argent avant de vous reconnaître, et puis qui se mettrait à hurler « Regardez ce que je suis devenue par votre faute !» parce que vous m'avez tellement dégoûté de l'école que je suis devenue une sous-merde de SDF. Le père de Léopold frémit sur mon canapé, et son épouse a les yeux écarquillés d'inquiétude. « Ah ouais, ce serait horrible, dit le père. »« Vous pensez qu'il y a un risque, demande la mère. »« Oui, madame. Malheureusement, des études britanniques longitudinales sont assez claires là-dessus. Les patients diagnostiqués TDAH de type 1, comprend trop en charge scolairement, ont bien plus de chances de connaître des périodes de déchéance sociale que les autres. C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir affiner mon diagnostic. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça n'est pas possible pour vous. Je le comprends, monsieur. Léopold, qui est très fortement musclé à la culpabilisation vous concernant, puisque depuis environ 10 ans, il parvient à chaque fois à vous faire faire ses devoirs, vous empêche de mener à bien ce travail d'observation. Parce que votre réflexe émotionnel, lorsqu'il cherche à vous mettre au travail, c'est de lui obéir, et donc de l'aider. Ce qui rend le travail d'observation totalement caduque et ne me permet pas de procéder à l'affinement du diag, qui serait pourtant fort utile. Mais vous, madame, vous, j'ai le sentiment qu'il vous met en colère plus qu'il ne vous culpabilise et que peut-être ce serait plus facile pour vous de lui dire calmement, au moindre signe de déconcentration, d'aller faire autre chose et surtout de tenir cette posture pendant une période que je vais limiter à 1 semaine. Ou vous persistez dans la prise en charge avec les risques que nous savons, s'il s'avère qu'il est TDAH de type 1. Et pour ce faire, très clairement, vous n'avez pas besoin de moi, c'est exactement ce que vous faites par habitude depuis de nombreux mois maintenant. Je veux bien essayer, dit la mère de Léopold. Bon, monsieur, je compte sur vous pour soutenir moralement votre épouse dans cette semaine particulièrement horrible. Parce que je devine à quel point, en effet, la semaine va être dure pour ces courageux parents que vous êtes. 1 semaine plus tard, Emmanuel ouvre la porte avec circonspection, dit-elle, et elle se retrouve face aux parents de Léopold. La mine victorieuse de la mère la rassure immédiatement. J'ai réussi, pourtant il a tenté plein de trucs. Le premier jour, comme la dernière fois, il n'a rien fait lorsque je lui ai dit que son cerveau était en train de fumer, qu'il valait mieux qu'on arrête. J'ai emmené mon mari boire un verre pour éviter qu'il ne commence à attaquer la chair de ses doigts. Le deuxième jour, Léop a fait la même chose parce que, comme nous avions craqué la dernière fois, il a dû se dire que ça allait recommencer et qu'il avait plutôt intérêt à profiter de ses derniers jours de liberté. Brillante analyse, madame, je vous félicite. Et puis le 3e jour, il s'est déconcentré pareil, mais au bout de 10 minutes, ce qui est un exploit tout à fait remarquable. Et alors là, le 4e jour, grandiose. Il reste environ 10 minutes à sa table de travail avant que je lui dise d'aller jouer aux jeux vidéo parce qu'il s'agit. Et vous savez quoi? Il est revenu au bout de 5 minutes en me disant « Allez, si on s'y met sérieusement, on n'en a pas pour très longtemps. »
Je me suis retenue pour ne pas éclater de rire parce que c'est exactement ce que lui dit son père à chaque fois. Il a tenu jusqu'au dernier exercice qui consistait à colorier et à légender une carte en géo. Il en avait trop marre, il a commencé à gratter le livre de géo avec son cutter. J'ai dit « Stop, t'es vraiment trop fatigué, Léop. Regarde, c'est ton corps qui le dit. »« Waouh, vous avez vraiment été remarquable, madame, dit Emmanuel. »« Ouais, je sais, se rengorge-t-elle. Attendez, vous allez voir le bouquet final. » Le soir même, à 21h, il arrive en pyjama et dit à son père. Bah oui, parce qu'il est malin, il le dit pas à moi, évidemment, il le demande pas à moi. « Papa, s'il te plaît, aide-moi pour cette carte, j'y arrive pas. Je comprends pas exactement ce que ça veut dire, légender. C'est sans doute à cause de mon TDAH. » Et là, je vois mon Philippe qui commence à craquer. Donc je me mets entre les deux et je dis « Chérie, papa est super fatigué par sa journée de boulot. Écoute, je trouve que t'as bien bossé aujourd'hui, tant pis, t'auras un 0 en géo, c'est pas la fin du monde. » Bravo, quel courage, madame. Toute seule contre vos fils et l'angoisse de votre mari. Ouais, en plus, quand j'ai dit ça, il s'est littéralement déchaîné. J'avais rarement vu ça. Il nous a dit qu'on était les pires parents du monde, surtout moi, qu'avant au moins il pouvait compter sur son père, mais que maintenant il était comme un orphelin, qu'il le raconterait le lendemain à tout le monde, et qu'il allait contacter un avocat, en forcé partage, et pour ça aller voir l'assistante sociale du collège à la première heure. Waouh, quelle puissance cet enfant! Je suis vraiment impressionnée, souligne Emmanuel. Ouais, mais on a tenu. Franchement, c'était hyper difficile. On se demandait par rapport au diag, étant donné que vous nous aviez pas dit quels étaient les critères, ce qu'il faisait. Hurler comme ça voulait dire hyperactif réactionnel ou bien de type 1. On était un peu atterrés dans le salon. Philippe, vous imaginez, il se sentait hyper coupable. Je l'ai retenu au moins 3 fois d'aller dans sa chambre. Et 1 heure plus tard, il est venu nous voir, sa carte à la main. Il nous a demandé d'un air revêche si on voulait bien regarder. Là, c'était trop dur de dire non, alors on a regardé. Franchement, c'était pas trop mal. J'étais un peu séchée parce que je me suis dit, on pensait pas qu'il était capable de faire ça. Quand même, c'est dur de penser ça de son fils, et en plus à tort. J'imagine que vous allez nous dire que c'est un réactionnel, et pas un de type 1. Mais alors, si je comprends bien, dans les 2 cas, vous nous auriez dit de le lâcher, non? Soit parce que c'était réactionnel et que c'était donc parce qu'on le prenait en charge, qu'il se démobilisait comme ça, soit parce que c'était un trait de sa personnalité et qu'on pourrait rien y changer. Oui, mais je préfère de loin que vous le décidiez vous. Et cela après avoir fait votre remarquable observation des capacités de votre fils en milieu autonome. Je suis sûre que pour les parents qui vivent avec un enfant diagnostiqué TDAH, cette histoire est un peu troublante, un peu agaçante, un peu trop magique. Alors, je vous invite à écouter le décryptage avec Emmanuel, à comprendre ce qui se passe, à ne pas vous sentir ni jugé, ni mis sur la sellette, ni quoi que ce soit, mais à regarder les choses avec l'œil de Palo Alto. On se retrouve tout de suite dans le décryptage de J'ai un problème avec Emmanuel et moi. À tout de suite.